Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus pour voir cette présentation. Et bonjour. Donc, bienvenue sur cette introduction à la programmation réactive. Je n'ai pas prétention aujourd'hui de faire le tour du sujet, parce que c'est un sujet qui est hyper vaste, il y a plein de choses qu'on peut découvrir au fur et à mesure. Là, le but, c'est vraiment de démystifier le concept et apporter quelques éclairages sur les bases, comprendre comment ça marche et comment s'en sortir quand on commence la programmation réactive, l'événementiel, toutes ces choses-là. Je vais me présenter un petit peu. Donc moi, c'est Damien Rouxel, je suis Tech Lead Angular chez Appseed à Rennes. Je suis swapstack.net, je préfère swapstack à full stack, je trouve ça moins prétentieux. Et je suis également facilitateur, donc Scrum Master sur le projet sur lequel j'opère. Et toutes ces choses-là, je les trouve assez intéressantes à combiner. Petit aparté sur la photo, j'aime bien celle-là, parce qu'elle me représente pas mal. Dans la vie, j'aime bien être sérieux, mais j'essaye de jamais me prendre au sérieux. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de la programmation réactive? Parce que j'ai eu deux épiphanies globalement. La première, au début de ma carrière de dev, ça a été un peu vertigineux. J'ai découvert qu'on pouvait faire du code, mais pas hyper séquentiel, qu'il y avait une autre façon de faire, et ça a débloqué plein de possibilités. Et le deuxième épiphanie, c'est quand j'ai compris comment ça marchait. C'est un peu prétentieux de dire que j'ai compris comment ça marchait, parce que je me prends encore des murs régulièrement. Mais globalement, on arrive, quand on a les concepts de base, on a vraiment des flux de données, on arrive à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec de la programmation standard. Et deuxième raison, mon quotidien, c'est aujourd'hui, j'interviens beaucoup, donc soit sur un projet qui est hyper complexe là, à l'heure actuelle, et il y a des nouveaux besoins implémentés, on a pas mal de streams qui arrivent, et souvent c'est waouh, comment on va faire pour ajouter ce nouveau truc dans le flux déjà existant et garder quelque chose qui ne va pas être buggé, qui va fonctionner de façon stable. Et le deuxième, c'est que parfois, j'arrive sur des projets où je ne suis pas intervenu, où les gens n'ont pas compris, je le vois en lisant le code, comment ça fonctionnait. Et il y a tout un gros travail de réécriture, de compréhension, de comment, dans quel ordre les événements sont censés s'agencer, pour enlever des bugs, pour faire des choses qui sont plus lisibles aussi, parce que souvent la difficulté, c'est qu'on a du code qui ne va pas être très lisible, et c'est assez compliqué de rentrer dedans et d'avancer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite slide pour dire merci aux sponsors, parce que surtout en ce moment, c'est hyper compliqué pour tous les salons techniques de réussir à s'organiser, tout simplement, à réussir à avoir ce genre de moment où on arrive à partager des choses quand on arrive à être speaker. Moi, c'est la première fois, ou quand on vient en tant comme vous, d'apprendre énormément de choses sur une période très condensée et éventuellement pouvoir le partager avec les autres. Donc, merci, un grand merci à eux. Rapidement, le plan, on va avoir trois grosses étapes. Une première où je vais insister un peu sur le design pattern en lui-même, le patron de conception observateur, qui est au cœur de ce genre de choses. Les bonnes pratiques, comment faire pour s'éviter l'enfer en fait, parce qu'il y a pas mal de choses à respecter pour que ce soit vraiment super simple à implémenter. Et après, un petit tour d'horizon. Donc là, je vais me focaliser sur les opérateurs RxJS parce qu'on les rencontre très souvent dans nos projets front. Mais on a d'autres outils sur d'autres langages qui peuvent servir, qui sont assez proches. Et surtout, voir à quoi ça sert chacun de ces éléments. Le patron de conception, sur les prochaines slides, sur l'explication du patron de conception, j'ai un peu tout pompé sur Refactoring Guru en condensant les informations utiles. Je vous conseille vraiment, le site est hyper bien fait, très bien documenté sur tous les design patterns et on apprend énormément de choses en très peu de temps. Alors si on prend la définition de l'intention, l'observateur est un patron de conception comportementale qui permet de mettre en place un mécanisme de souscription pour envoyer des notifications à plusieurs objets au sujet d'événements concernant les objets qu'ils observent. Je vous ai perdu. Concrètement, il y a des sources d'informations qui sont responsables de leur état.
et qui vont pouvoir changer au runtime. Leur état, l'information qui est portée va pouvoir changer au runtime. Et on a la possibilité, dans notre code, d'être notifié quand cette source d'information est changée et s'adapter en conséquence. Et du coup, comment ça marche? Souvent, quand on n'a pas le design pattern observateur, on va avoir deux autres solutions. Soit on va spammer, soit on ne va pas arrêter d'aller chercher l'information. La première solution, c'est de spammer tous les abonnés potentiels. Donc le spammer fou, dès que je me mets à jour, j'informe tout le monde. Hop, je suis à jour, je ne sais pas si vous en avez besoin, mais en tout cas, moi c'est fait, je suis à jour. Problème, on voit bien que dans la vraie vie, ce que ça donne, il y a des gens là, ils ont reçu une notification, il y a le nouvel iPhone qui est sorti, il y en a un qui est intéressé parce qu'il le voulait, les autres ils sont sous Android, ça va à la poubelle, c'est un gaspillage d'énergie, c'est pas hyper intéressant. Et après, si on revient concrètement dans le code, la difficulté, c'est que on voit bien qu'on va avoir des problèmes de difficulté de séparation des responsabilités. Si on a un spammer fou qui va aller prévenir tout le monde qu'il a fait quelque chose, on n'est plus sur des concepts de clean code où on va avoir une séparation des responsabilités. Donc, en général, on va plutôt éviter ce pattern-là. Il y a également, moi je l'appelle le client relou, parce que j'ai une expérience dans le commerce avant d'être dans l'informatique. On le connaît tous, ce client-là, qui vient tous les jours. Bonjour, est-ce que vous avez reçu le dernier iPhone? Non, pas encore. Bon, bah, je rentre chez moi. Bonjour, est-ce que vous l'avez reçu? Non, pas encore. Bon, bah, je rentre chez moi. La problématique, c'est que il va faire beaucoup d'allers-retours pour rien. Une grosse dépense d'énergie inutile. S'il prend sa voiture, il fait 10 km à chaque fois aller-retour. Le bilan carbone n'est pas terrible. Et dans le code, c'est un peu pareil. On va avoir des problèmes de performance avec des choses qui travaillent en permanence. Et la difficulté aussi, c'est qu'avec ce genre de technique, si on a un petit time entre les deux, un petit peu de temps entre les deux fois où on est allé chercher l'information, c'est possible que la mise à jour elle se fasse juste au moment où on repart, et puis après on retourne la chercher, et on a un laps de temps, pardon, un laps de temps entre le moment où la donnée a été mise à jour pour de vrai et le moment où nous on en est informé. Si en plus on a quelqu'un qui compte sur ce client-là pour lui aussi se mettre à jour et qui utilise la même technique, on va avoir des problèmes à un moment donné de décorrélation de données, de difficultés, de bugs en prod parce qu'on a été chercher une info à un moment donné qui n'était pas à jour. On s'est basé sur un info pas à jour pour faire ce qu'on avait à faire et c'est éclaté au sol. On passe du temps à débugger, à comprendre ce qui se passe. C'est pas terrible. La troisième solution, donc c'est le patron de conception observateur, le sujet abonné. On le voit très bien avec l'exemple qu'il nous donne sur Refactoring Guru. Globalement, on va avoir un émetteur, une source d'information. Là, on utilise la métaphore du journal qui va donner l'information. J'ai une nouvelle version. Si je suis abonné, je la reçois automatiquement dès qu'il y a une nouvelle version. Là, on est sur le cas d'un journal, donc c'est à période très régulière, mais on le voit bien aujourd'hui, l'information, elle est en continu. Et ça peut être pareil dans notre code. À n'importe quel moment, on va avoir une nouvelle information qui va arriver. Et si on est abonné à ce type d'information, on va pouvoir la recevoir aussitôt. Donc là, dans le code, en gros, au moment où on en a besoin, on va s'abonner à l'information pour recevoir les mises à jour en permanence dès qu'il y en a une. Dès qu'il y a une nouvelle information qui arrive, on va pouvoir s'adapter quasiment en temps réel, parce qu'on est notifié dans la foulée. Et on va pouvoir faire comme ça. L'avantage, c'est aussi qu'on respecte le principe open-close. Quand on a une classe qui est bien faite, un sujet qui va faire ce qu'il faut, peu importe le nombre d'abonnés nouveaux qu'il va y avoir, lui, il reste sur son principe, ça ne va pas changer la classe d'origine, l'objet d'origine. Il a juste à prévenir qu'il est mis à jour et tous les souscripteurs, eux, vont faire ce qu'ils ont à faire de leur côté. Ça permet vraiment de séparer les responsabilités aussi dans notre code et d'avoir des choses qui sont beaucoup plus maintenables quand ça prend de l'ampleur. Petit bémol, un peu comme dans la vraie vie, faut bien penser à se désabonner.
parce que donc, dans le code, souvent, on a des systèmes de souscription, mais qui ne sont pas forcément automatiquement détruits. Et donc notre sujet, lui, tant qu'il a ses abonnés, il va continuer à émettre vers ces abonnés-là. Donc si vous n'avez plus besoin de l'information, il faut bien penser à vous désabonner, comme avec le journal, surtout si vous payez pour recevoir l'information mais que vous n'en avez plus besoin. Là, vous en rendez compte assez rapidement. Ce qui est bien avec ça, et qui est compliqué aussi, c'est que c'est un changement de paradigme complet dans notre façon d'écrire du code. On passe d'un code qui va être impératif, telle action, telle action, telle action, à un code qui va être déclaratif. Quand il se passe telle chose, on réagit de telle manière. Et là, je vais en venir un petit peu à la métaphore de Mario qu'il y avait au début. J'ai mis un peu de temps à l'emmener, mais imaginez, vous pouvez jouer à Mario, mais en n'ayant plus besoin d'interagir directement dans le jeu, juste en donnant des instructions. Quand il y a une carapace qui arrive, tu sautes dessus. Quand il y a une brique, tu la cognes. Et à chaque fois qu'il avance, il a un événement, ça arrive, il le fait. Ça pourrait être pas mal hein, d'automatiser tout ça et de se faciliter la vie. Après, quand utiliser ce design pattern? Globalement, c'est quand l'état d'un objet peut changer et quand ces modifications-là peuvent impacter d'autres objets et que l'ensemble des objets n'est pas connu à l'avance. Très clairement, les interactions utilisateurs, l'état de notre application, on ne peut pas forcément savoir à l'avance, mais on a besoin de réagir quand c'est modifié. Et utiliser ce patron de conception quand certains objets de votre application doivent en suivre d'autres, mais seulement pour un certain temps, dans des cas spécifiques. Donc vraiment bien scoper, c'est pas le moment de faire de l'événementiel partout, parce que sinon ça devient très vite l'enfer. Les avantages et inconvénients qui sont listés par Refactoring Guru, globalement, principe ouvert-fermé dont j'ai parlé juste avant. L'avantage principal que je vois, c'est vraiment que on ne change pas l'état de notre objet d'origine, c'est juste les autres qui réagissent en conséquence de ces changements internes. Et on peut établir des relations entre les objets lors du lancement de l'application. Au runtime, on va avoir des interactions qui vont se construire. L'inconvénient, c'est que les souscripteurs sont avertis dans un ordre aléatoire. Si je reviens à la métaphore de Mario tout à l'heure où tout est programmé à l'avance, la difficulté, c'est que si on a plusieurs événements qui arrivent en même temps, comment ça va réagir notre code? Et s'il y a des choses qui se contredisent, comment ça se passe? Et souvent, c'est ce qu'on a un peu au quotidien quand on fait de la programmation réactive. On peut avoir des interactions avec les interactions utilisateurs sur l'écran ou ailleurs qui vont venir se contredire un petit peu. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué d'avancer et de réussir à garder un code stable sans bug. Je vais faire un petit tour aussi, parce que souvent l'observateur, il vient pas seul, et il y a d'autres patrons de conception qui sont liés. Celui qu'on connaît tous, c'est la chaîne de responsabilité. On le retrouve très régulièrement côté API avec les middleware, par exemple, où chaque étape va dire « moi, mon étape, elle est validée, on passe à la suivante, et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, on va pouvoir arrêter la chaîne de responsabilité. Et l'autre que j'aime beaucoup, le médiateur, qu'on utilise beaucoup dans les applications. Donc là, le dessin, ça représente une tour de contrôle dans un aéroport. Et le médiateur, lui, il est là pour agréger les informations et ensuite redistribuer pour éviter les relations chaotiques entre les différents objets de nos applications. On voit bien là que si on n'avait pas le médiateur dans les aéroports et que le pilote d'hélico de l'avion, du petit avion et de l'avion de ligne, s'ils essayent de communiquer entre eux pour se coordonner, pour réussir à atterrir, on va vite avoir des problèmes comme à Washington. Donc il faut bien un médiateur, une tour de contrôle qui va permettre de catégoriser les informations et de la redistribuer correctement à tout le monde. Maintenant, on va partir un petit peu sur les exemples de code.
J'ai fait une petite application toute simple. Je vous fais un petit tour d'horizon de l'architecture basique de l'application. On va avoir une application où on va pouvoir s'enregistrer en tant que joueur, choisir son personnage et après choisir le jeu auquel on veut jouer. Tout simple. Chaque information est liée à un store dédié. J'ai appelé ça un store parce que c'est un concept qu'on utilise beaucoup en Angular, qui est mon framework de prédilection. Et du coup, on va pouvoir à la fin afficher une information. Tel joueur, telle personne joue à tel jeu avec tel personnage. Petit debunk un petit peu du code. On va rester sur l'utilisateur pour le moment. On va avoir donc, quand on va remplir le formulaire dans l'application que je vous ai montré, on va avoir un appel d'abord à update user dans le composant lui-même, qui lui va notifier le store. Le store, on a le set user qui va mettre à jour l'objet lui-même qui est notre source d'information. Et après, on a des méthodes donc getUser qui, elles, nous permettent d'aller récupérer cette information. C'est par le biais du getUser qu'on va s'abonner au changement d'état de notre utilisateur. Et après, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir la notification qui va arriver dans un ordre aléatoire sur le 5 et le 6. Alors, si on prend un petit peu l'application elle-même, je vais juste... Petit tour dans l'application, je vous ai mis sur le côté. Et ouais, je me suis pas reconnecté. Effet démo. Si j'y suis, normalement. Juste le temps que ça charge, que ça se connecte. Globalement, assez simple. Là, on voit que tout est éclaté parce que j'ai pas les images et tout ce qui vont avec. Mais ce qu'on va faire, donc comme je disais tout de suite, je vais remplir mon formulaire. Au moment du clic sur Submit User, je vais passer dans ma méthode que j'ai montrée tout à l'heure. Et ça va mettre à jour mon store qui va ensuite m'afficher ici l'information. Là, on voit qu'en haut, c'est écrit Nobody is playing at the moment parce que j'ai rentré aucun joueur. Donc là, ça y est, c'est un peu plus joli. Donc on va pouvoir mettre que c'est moi qui joue. Je vais mettre à jour. Et paf, on a tout. J'ai même une redirection qui me permet de choisir mon personnage. Et si on regarde ce qui s'est passé ici, dans la chaîne d'événements, on va zoomer un peu. On voit que j'ai un user store get user. J'en ai eu deux. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'en ai deux. Et après, au moment où je clique, j'ai un update user. Je suis passé dans mon user store set user. Et après, j'ai eu mon émission qui s'est faite, donc dans le user store, puis dans le header component, qui m'a permis de mettre à jour les informations qui sont affichées juste là. Et après, on peut, dans le jeu, on peut choisir, moi j'aime bien Wario, et si on veut jouer Super Mario Party, voilà, on a toutes les infos qui s'affichent ici. Pareil, là, on a une stratégie qui permet d'afficher l'information qu'une fois qu'on a tous les événements qui sont au moins lancés une fois. Pareil, je vais expliquer après comment ça fonctionne à ce niveau-là. Donc, le patron observateur, on voit bien, on a des notifications, changement d'état de mon objet. Ouais. Hop, je vais remettre ça. Changement d'état de mon objet.
et du coup notification aux abonnés pour qu'ils se mettent à jour en conséquence. Je vais étendre, conserver, et c'est reparti. J'espère que le design pattern, en tout cas, j'espère que c'est assez clair avec ça. Je vais faire un petit tour des bonnes pratiques. J'ai plus rien. Hop, c'est rendu ici. Je vais revenir là. C'est mieux. Les bonnes pratiques que je peux vous donner, c'est si vous avez des données asynchrones, systématiquement dans votre code, représentez-les par des variables réactives. On a beaucoup, j'ai souvent vu l'expérience de gens qui font des subscribes, qui mettent à jour une variable dans le code, une variable qui n'est pas identifiée comme étant réactive. Et puis des fois, on s'en sert pour autre chose de cette variable-là, en ne sachant pas qu'elle peut changer d'état ou dans quel ordre ça va arriver. Et on a souvent des bugs, comme j'expliquais, avec le fetch permanent, où la donnée qu'on reçoit, ce n'est pas la donnée qu'on attend parce qu'elle n'a pas été mise à jour à temps ou elle a été mise à jour trop tôt. Donc bien faire attention à avoir des réactives pour les données asynchrones. Éviter les subscribes dans les subscribes. Alors d'une, c'est l'enfer à lire, c'est l'enfer à débugger. Et du coup, privilégier, effectivement, on a des moyens de récupérer les données de façon asynchrone dans un même pipe. Donc pipe, en anglais, ça veut dire tuyau. Donc quand on se représente ça, on a un tuyau avec une entrée, une sortie. Comment est-ce qu'on fait les modifications de données dans notre tuyau? C'est le point central de comment on va faire notre... on va s'adapter, on va créer notre code réactif. C'est bien identifier les flux de données, quelles sont les données entrantes qui vont déclencher des événements, quelles sont les données de sortie qu'on veut récupérer et comment on fait tout ça. Et même là, donc, je vous ai mis vraiment en restant sur subscribe et du pipe, comme on le fait là. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des cas un peu complexes, à utiliser du async await pour vraiment structurer votre donnée, vous assurer que vous avez bien toutes les données dans les temps. Et souvent, ça permet aussi de simplifier la relecture du code. Donc selon les cas, là on est dans un pipe où j'ai une transformation de données qui sert à rien, hein, très clairement, parce que je prends un nombre, je le multiplie par 2, je le divise par 2 et je le récupère à la sortie. Mais on va avoir souvent des choses un peu plus complexes qui vont être faites dans les applications. Le code que j'ai dans My Better Looking Code, ça va plutôt être une fonction de transformation au runtime, où j'ai besoin que ça s'exécute systématiquement quand il y a une chose qui arrive. Si je veux réagir à un clic utilisateur de façon très cadrée, pas hésiter à utiliser de l'async await pour vraiment maîtriser toute la chaîne qu'on va avoir et que ce soit lisible pour ceux qui passent derrière nous. Autre bonne pratique, c'est utiliser le pipe async si possible. Là, je parle pour le framework Angular, ou les signaux qui sont arrivés récemment. Dans les deux cas, on est sur de la réactive. C'est surtout, comme je vous disais, bien penser à se désabonner. L'avantage du pipe async et des signaux en Angular, c'est qu'ils sont très bien gérés au niveau de l'abonnement, des abonnements. Le framework est optimisé pour ça. Il y a aussi toute la stratégie de réécriture du HTML qui est cadrée par ce genre d'utilisation, où on ne va pas faire un re-rendering complet de notre composant ou même de notre page quand il y a juste une donnée qui est cadrée par un pipe async qui est utilisé. Le framework va savoir juste mettre à jour ce morceau-là du DOM. Ça, c'est le petit tips que je donne aussi. C'est à partir du moment où vous écrivez un subscribe, parce que ça arrive qu'on en ait besoin, de bien penser à la stratégie de désabonnement. Dès lors que vous avez un subscribe, regardez comment vous allez faire pour vous désabonner. Il y a des choses assez simples, c'est que si on se base sur un appel HTTP, ça va se compléter automatiquement à la fin. Donc c'est un subscribe qui se ferme aussitôt. Mais si on appuie cet appel-là sur une variable d'état de notre store ou autre qui peut évoluer après, eh ben on peut avoir des événements qui vont être déclenchés sans qu'on le veuille derrière.
si on met à jour cette donnée-là. Donc bien penser à se désabonner, comment on va se désabonner, soit à la destruction du composant, soit directement, ou au bout de 3 fois, ou ce genre de choses. Et petite chose pour ceux qui utilisent le framework Angular ou ce genre de choses, utiliser les opérateurs RxJS ou sur d'autres frameworks, les opérateurs qui ont déjà été créés avant. Ça va vous faciliter la vie, ça facilite la relecture aussi, éviter d'avoir des choses qui sont assez pompeuses à écrire, parce que je vais vous montrer quelques exemples après. On peut créer ses propres opérateurs aussi, ça peut être pratique, mais c'est très long à écrire. Donc si ça peut être isolé dans des fonctions ou si c'est déjà existant, vous embêtez pas à réinventer la roue. Et dernière chose aussi, facilitez-vous la relecture. Pour les observables, il y a une convention de nommage qui est assez connue, ça va être le dollar à la fin. Pour les signaux, c'est encore en discussion. Sur mon projet, on utilise le S majuscule à la fin. Il y a des utilisations du dollar, mais en préfixe. Il y a plein de débats. En tout cas, au sein de vos projets, concertez-vous entre devs pour avoir une convention de nommage qui vous permette d'identifier quelles sont les variables qui vont amener des changements d'état, des réactions, pour que ce soit plus simple à identifier. Du coup, si on retourne un petit peu dans le code, donc là, comme je le disais tout à l'heure, si je vais dans mon composant, donc j'ai le user store qui est là, il y a le header. On peut voir dans le header qu'on utilise, donc j'ai pas toutes mes données qui vont être asynchrones sont identifiées clairement. J'évite les subscribes qui font des choses, à part celui-là qui sert juste pour du debug. Il faut bien faire attention, donc dans toutes les bonnes pratiques, il faut que je zoome. Merci. Donc toutes les bonnes pratiques que je vous disais, donc facilitez-vous la relecture. Donc la stratégie de désabonnement, je vous en ai mis une dans le Games Component ici, où on va avoir un take until. Donc globalement, là je dis dans mon composant, donc tu prends toutes les données qui vont arriver jusqu'à ce que cet observable-là, il émette une valeur, et là à ce moment-là, tu prends plus rien. Et là, il est bugué, et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est volontaire. Donc si on regarde, hop, ici, donc normalement, quand je vais faire une recherche via mon filtre, je vais mettre partie, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Tout simplement parce que si on relit le code, ici j'ai mon destroy qui est là, mon ng on init, destroy, next, false. Après je fais ma recherche, et en fait ce qui se passe, c'est qu'ici, quand je fais appel à mon combine latest ici pour avoir les infos de mes filtres, et ben le destroy il émet. Donc, je vais commenter cette ligne là. Hop, trop tôt. Et je vais plutôt prendre celle-ci. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un is destroyed, et lui il ne va émettre que si la valeur est à true, et du coup ça n'arrivera qu'au moment où je ferme mon composant. Donc, si je recharge, je reçois toutes mes infos. Donc là, si je scroll, j'ai un système de scroll infini qui émet un événement dès que j'arrive en bas de mon tableau pour recharger plus de données.
Et ici, si je mets mon filtre, ça n'a pas marché. Effet démo encore. Qu'est-ce que j'ai raté? Si je sauvegarde pas. Hop. Donc ça va recharger. Donc là, sur le côté, on va pouvoir voir que je suis passé dans mon événement une première fois. Vu que le temps qui charge les images, j'ai atteint le bas de mon tableau, j'ai un deuxième événement qui s'est produit, qui m'a rechargé une deuxième page. Si je continue de scroller, j'ai encore toutes les pages. Et si je mets mon filtre, j'ai un événement qui se déclenche, qui me remet sur la première page et ainsi de suite. Et comment ça fonctionne? C'est que j'ai mon page ici qui prend le numéro de la page qui est à 1 par défaut, pardon, parce que l'API demande à 1. Et quand je fais un nouvel événement là-dessus, je vais aller chercher les infos qui m'intéressent côté API. Alors, hop, je vais revenir sur les opérateurs RxJS maintenant. Alors, ça s'affiche pas. Alors, comment ça va fonctionner au niveau des observables? Comment on va construire nos sources d'événements, nos pipes, nos tuyaux pour faire évoluer notre code? Globalement, on va avoir une source. Ça, c'est hyper important de bien identifier quelle est la source qui va déclencher votre événement. Ensuite, on va avoir plein de fonctions de transformation. Peu importe le langage, les fonctions de transformation, ça va être ce que vous voulez faire de cette donnée entrante pour arriver à la sortie. Et à la fin, il faut s'abonner. Parce que si vous ne vous abonnez pas, c'est comme pour le journal. Des fois, alors au début, j'ai eu beaucoup de bugs comme ça où j'oubliais de m'abonner et puis il ne se passait rien, je ne comprenais pas. Et bah oui, effectivement, le journal, s'il n'a pas d'abonnés, il ne va pas lui envoyer l'info. Donc si on recommence du côté de la source, il y a plusieurs techniques. Soit on a plusieurs sources qui peuvent déclencher un nouvel événement auquel je veux m'abonner et que si une seule de ces sources émet une nouvelle valeur, je veux déclencher un nouvel événement. Très clairement, c'est ce que j'avais dans le game component ici, où je surveille. Bah oui, si je vous partage pas. Pas facile comme ça. Hop. Donc dans le game component, j'ai un combine latest ici. Donc j'ai en gros 3 sources d'informations qui, à chaque fois que j'ai une nouvelle valeur qui va être émise, je veux descendre et remettre à 0 ma page pour que ça recharge une nouvelle info. Pour la petite histoire, le page au départ, je l'avais mis en signal. Mais le signal, il y a une petite subtilité, c'est que s'il reçoit la même valeur que la précédente, il n'émet rien. Et là, moi, j'avais besoin que si je refais un next, j'étais déjà sur 1 et je refais un next sur 1 parce que j'étais sur ma première page et que j'ai mis un nouveau filtre. J'avais besoin que ça se recharge. Du coup, je suis reparti sur un behavior subject. Mais globalement, donc on a combine latest. À chaque fois que ça émet ici, ça passe dans la suite de mon pipe et je m'adapte pour afficher les infos. Mais il y a une autre subtilité, c'est que le combine latest, avec mes 3 sources d'informations qui arrivent, il attend que chacune ait émis au moins une fois. C'est pour ça qu'ici, en haut, tant que je n'ai pas rempli toutes les informations, il ne m'affiche rien. Toujours pas. Et là, au moment où je vais sélectionner un jeu, ça s'affiche.
Donc, des fois, on a des bugs qu'on ne comprend pas, mais c'est juste parce qu'on a une source qui n'a pas émis. Et on peut avoir des loaders infinis ou des choses comme ça, parce qu'on n'a pas anticipé le cas où on n'a pas d'émission. Et du coup, donc ça, c'était le combine latest. Il y a des fois aussi où on veut n'avoir qu'une seule source, mais récupérer aussi les autres données. Souvent, ça, on le fait avec un with latest from. Si je modifie un peu mon code, là, côté header, je vais commenter cette partie-là où j'ai un combine latest pour m'afficher la description que j'ai là-haut. Et à la place, je vais avoir ça. Ah, j'ai trop commenté là. Hop. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est globalement, je demande que si mon utilisateur courant change, alors je me mets à jour avec les dernières données connues sur le personnage utilisé et le jeu sélectionné. Donc là, on va refaire toutes les étapes comme j'avais tout à l'heure. Je vais commencer par avoir des valeurs ici. C'est pas obligé. Il va s'adapter. Si j'ai nul, ça va être du nul. Et après, ici, je mets ça. Je sais même plus écrire mon prénom. Hop. Donc là, ça s'est mis à jour. On va pouvoir remarquer qu'ici, si je change de personnage, il ne se passe plus rien ici. Pourtant, on voit bien sur le côté que la couleur a changé, donc j'ai bien émis. Mais en fait, cette information-là ne trigger pas de nouvel appel. Et par contre, si ici, je viens changer l'info avec une petite typo, là, on voit bien que mes données ont été mises à jour. Parce que c'est l'utilisateur qui va déclencher l'événement. Petite chose aussi, n'hésitez pas à temporiser. Des fois, on s'abonne sur des formulaires et au moment où on patch, il se passe plein d'infos et on a besoin d'attendre. Il y a des petits outils comme ça, le debounce time, qui est pas mal, où globalement, on va s'abonner. Il y a une première valeur qui est mise, là avec un 500. Si je n'ai pas de nouvelle valeur à arriver sur les 500 millisecondes qui se sont écoulées, ça va passer à la suite. Et là, par contre, à chaque fois que j'ai une nouvelle valeur à arriver et qu'on est encore dans le laps de temps des 500 millisecondes, ça va remettre à zéro mon compteur. Et tant que j'ai des infos à arriver, on va attendre, temporiser, pour ensuite passer la dernière valeur qui nous intéresse. Alors méfiez-vous, hein, si vous mettez un debounce, c'est qu'il est trop long. Déjà, pour l'expérience utilisateur, ça se ressent. Et si vous avez des événements qui arrivent systématiquement avant la fin de votre debounce, pareil, ça ne va jamais passer à la suite, donc il faut se méfier. Toujours utiliser avec parcimonie ce genre de choses. Là, dans le code, il est utilisé sur le filtre, où globalement, j'ai mis un petit debounce ici de 1/3 de seconde pour laisser le temps à l'utilisateur de taper son filtre et pas spammer mon API, éviter de la surcharger. Je vais accélérer un tout petit peu pour avoir le temps de faire le tour. On a des choses comme ça aussi qui sont assez pratiques. Le distinct until change, le pairwise et le filter. Distinct until change, ça fait le rôle de ce que faisait le signal tout à l'heure. C'est si j'ai la même valeur qui arrive, je ne passe pas à la suite, ça ne sert à rien. J'ai pas besoin d'informer les suivants. Ça fonctionne sur des primitives, mais pas sur des objets. Donc sur les objets, le distinct until change, on peut mettre une fonction à l'intérieur pour dire si telle propriété de l'objet a changé, mets-toi à jour en passant l'objet entier. Ou sinon, on a le pairwise qui peut aider pour ça. Le pairwise, globalement, il va prendre les deux dernières valeurs, donc A, B, puis B, C, puis C, D. Et on va pouvoir comparer les deux dernières valeurs ou faire des choses en fonction. Ça peut arriver qu'on ait besoin de récupérer certains éléments de la valeur précédente pour les mettre dans la nouvelle valeur. Petit bémol aussi, si vous n'avez que la valeur A, il ne se passe rien.
il attend d'avoir les deux valeurs avant de passer à la suite, donc pas hésiter à avoir une valeur par défaut, à lui passer en premier avant la vraie valeur attendue pour que ça avance. Et le filter, ben, c'est si tant que j'ai rien, par exemple, je l'avais ici, et c'est pour ça que vous l'aviez tout à l'heure dans les logs. Si je retourne sur user et que je mets mon application, je repars de mon état initial. On avait bien user store, get user. J'ai deux abonnements et le user detail component qui lui se met à jour parce que je lui dis bah, récupère la valeur de mon utilisateur courant pour fonctionner. Et ici, volontairement, j'ai mis un filtre sur les valeurs qui sont affichées. Si je vais dans mon header component, comment je récupère mon utilisateur courant, je fais un get current user. Et le get current user, il fait quoi? Il fait un filtre sur les valeurs nulles et undefined. Donc tant que j'ai pas de valeur, je n'émets pas. Souvent c'est assez pratique, on dit bah, tant que je ne reçois pas ce que je veux, on passe pas à la suite. Le bémol avec ça, c'est que si je mets une valeur, donc là il va bien se mettre à jour avec mon nom, mon prénom. Par contre, si je retourne et que je clear la valeur, donc on voit bien que je suis passé dans mon user store et que j'ai fait un next undefined, ici, ma valeur n'a pas été mise à jour parce que je n'ai pas été informé dans mon composant à cause du filtre qu'il y avait un nouvel événement avec une valeur nulle. Et du coup, ça c'est un des gros écueils que j'ai pu voir sur les projets où on avait des filtres comme ça parce qu'on ne voulait pas recevoir la valeur nulle. Mais on avait besoin quand même à un moment donné d'être informé si c'était réinitialisé ou autre. Et du coup, on n'était jamais informé que c'était le cas. Donc le filtre est très utile, mais bien être au courant que le reste de notre pipe, de notre chaîne d'événements, ne va pas s'exécuter à partir du moment où on a un filtre, et on risque de ne pas être mis à jour, de ne pas se mettre à jour, et on peut avoir des bugs un peu incompréhensibles à cause de ça. Ceux-là, assez rapidement, on les utilise, le map et le switch map, c'est pour faire des transformations de valeurs. Donc le map, c'est une transformation synchrone, globalement, dans mon pipe. J'ai une nouvelle valeur qui arrive, je veux la transformer comme j'avais tout à l'heure en mettant le double. Donc je récupère le double et ça part. J'ai mis un switch map tout à l'heure dans la fonction parce que cette valeur-là, je la récupère de façon asynchrone. Donc le map et le switch map, ils font globalement la même chose, c'est juste que le retour se base soit sur des données qui sont directes, soit le switch map, ça va être de la donnée asynchrone, donc un appel API éventuellement, dont on va attendre la réponse pour passer à la suite. Donc le take et le take until que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc le take, souvent, on va dire, ça, pour lancer mon appel API, prend la valeur de cet observable-là, une fois, et après tu balances l'appel API et on arrête là. On peut avoir des takes avec plusieurs, hein, ça dépend si on veut prendre 2, 3, 4 fois, 10 fois. Donc ça, on va le déterminer à ce moment-là. Et le take until, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je vous ai montré avec l'événement. Donc on garde le flux ouvert tant qu'il n'y a pas tel événement qui s'est produit. Assez utile, je n'ai pas remis d'exemple, mais le share ou le share replay, c'est ce qu'on voit dans le code ici. L'observable, il va remonter à la source systématiquement. Donc des fois, vous allez avoir une émission par abonné. C'est pour ça qu'on a le user store, le get user qui arrive 2 fois là. Si on met un share, il va émettre qu'une seule fois du coup derrière. Utile si on a des fonctions de transformation qui peuvent être un peu lourdes sur notre observable, qui peuvent demander pas mal de pros ou autres, de mettre un share pour que tous ceux qui sont abonnés derrière partagent la même info, ça porte bien son nom, et éviter à chaque fois qu'on fait appel à cette source d'observable de reparcourir tout le process s'il y a des traitements de liste ou ce genre de choses. Ça évite quelques écueils de performance également.
Et le tap, j'en ai un tout petit exemple dans l'application. Dans mon composant, globalement, pour récupérer mes données, comment je fais pour la liste. Donc je m'abonne aux pages. À chaque fois qu'il y a une nouvelle émission sur la page, j'avance. J'ai un switch map ici qui récupère les valeurs des filtres et qui lance un appel à mon game service qui me récupère la liste des jeux filtrés et et paginés. Donc j'ai un scan ici qui me permet de merger les infos pour ce que j'ai derrière. Et ici, j'ai un petit tap. Tout simplement, ça c'est un side effect. C'est est-ce que j'ai atteint ma page maximum sur ma liste. Donc je regarde si la valeur de ma page correspond à mon total. Et ça m'évite, quand je suis sur mon fetch more, donc qui lui est l'événement quand j'arrive en bas de mon tableau, si je ne suis pas déjà sur la page maximum, je vais lancer un nouvel appel. Sinon, ça ne sert à rien, c'est qu'il n'y a plus de données à aller récupérer quoi qu'il arrive. Et le dernier morceau, je vais le faire très rapidement. Vous avez la possibilité de créer vos propres opérateurs RxJS, comme je disais. J'ai quelques exemples ici. Il y en a un que je vous ai montré tout à l'heure, donc le filter null and undefined. Je me suis inspiré de Netanel Basal. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le connaître si vous faites du JavaScript ou du TypeScript. C'est une source d'information hyper intéressante. Il partage énormément de petits trucs à faire. Comment ça fonctionne pour mon filter null and undefined. Un observable, il a en gros trois éléments. Il va avoir le next. Le next, c'est j'envoie une nouvelle valeur. On peut l'appeler autant de fois qu'on veut, ça c'est pas un souci, au contraire c'est l'idée. Donc à chaque fois qu'on fait un next, on va informer tous les abonnés qu'il y a une nouvelle valeur. Le error, qui lui, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mon API elle me remonte une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va être catché là et ça ferme la souscription. Donc quand vous avez une erreur qui arrive dans un pipe qui doit rester ouvert, n'hésitez pas à avoir un catch error pour le garder ouvert si vous en avez besoin. Sinon, il n'y aura plus jamais d'infos à passer. Vous ne passerez plus jamais dans votre next. Et le complete qui est important en fin de souscription. Donc, c'est ce qu'on va appeler pour arrêter le take until. Il va émettre un complete. Et du coup, à partir du moment où on a appelé le complete, la source peut émettre autant qu'elle veut. Nous, on n'est plus abonné, donc on ne recevra aucune information. Donc ça, c'était le petit dernier mot sur les opérateurs. Et sur ma présentation, je vous ai mis là le lien Open Feedback. C'était ma première présentation, donc je suis preneur des retours que vous pouvez me faire, des axes d'amélioration que je peux apporter. Et si vous avez des questions, on a encore 2 minutes. Je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas. Merci. Bon, je vois pas de main se lever. Pour ceux que j'ai été clair, alors ouais, c'est l'heure d'aller manger. Je vous remercie pour tout ça. Et n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien aussi. J'ai 2 repositories qui sont ouverts avec donc le code que je vous ai présenté là, il est dispo sur Reactive Mario sur mon GitHub. Et il y en a un autre que j'ai fait avant avec pas mal de choses, avec des points d'arrêt que vous pouvez mettre dans le code qui sont identifiés pour vraiment voir au runtime comment votre code va se comporter. Bonne journée à tous.